Quand mes parents ont appelé, je savais que ce n'était pas pour me féliciter de mon succès. C'était au sujet de mon frère, qui se sentait sous pression à cause de mes réussites. Ensuite, ils m'ont dit de tout abandonner, et j'ai coupé les ponts avec eux pour de bon. J'avais l'habitude de penser que si je travaillais simplement assez dur, en gardant la tête baissée, et en gravissant les échelons un à un, pendant que d'autres prenaient des raccourcis ou se reposaient sur des aides, je serais enfin libre. Libre du jugement, de la culpabilisation, et des comparaisons interminables. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que lorsque vous venez d'une famille qui a besoin que vous restiez petit pour qu'il puisse se sentir grand, le succès ne vous libère pas, il vous peint une cible dans le dos. Je m'appelle Nathan. J'ai 27 ans, je suis ingénieur logiciel, et je travaille pour l'un des plus grands noms de la tech. Le genre d'endroit qui fait exploser votre LinkedIn, juste en ajoutant le logo de l'entreprise. Je vis dans un élégant Penthouse en centre-ville, avec des baies vitrées du sol au plafond, une vue sur les toits, et une machine à café qui coûte plus cher que la voiture que je conduisais à l'université. Sur le papier, j'ai réussi. Mais en coulisses, c'est une toute autre histoire qui se trame. Le genre d'histoire à laquelle vous ne croiriez pas, à moins de l'avoir vécue. Et malheureusement, je l'ai vécue. Je n'ai pas grandi dans le luxe. On ne m'a rien donné sur un plateau. Mes parents n'étaient pas cruels. Pas exactement. Ils étaient juste conditionnels. Tout était une transaction. L'amour, l'attention, la fierté, il fallait les mériter. Et même alors, cela venait avec des conditions. Mon jeune frère, Brandon, n'a jamais eu à s'inquiéter de cela. Il était l'enfant chéri. Il pouvait rater ses cours, se faire arrêter pour petit vandalisme à 2 reprises, et on disait quand même, il se cherche encore. Moi, un seul devoir oublié en 4e, et j'avais droit au silence radio pendant une semaine. Quand j'ai dit à mes parents que je voulais aller à l'université hors de l'État, ils ont ri. Pas un petit rire, mais un grand éclat de rire, comme si je venais de dire que je voulais être astronaute à 18 ans. Tu crois qu'on va contracter des prêts pour ça? Sois sérieux, Nathan. Alors, je suis devenu sérieux. J'ai cumulé 2 emplois à temps partiel au lycée. J'ai économisé chaque euro. À l'université, je faisais en moyenne 70 à 80 heures par semaine, partagées entre les cours, le tutorat, la livraison de repas, et les gardes de nuit à un poste de sécurité, où je codais sur un ordinateur portable cabossé, tout en surveillant des images de vidéosurveillance granuleuse. Je vivais de pilules de caféine, et de burgers à 1 euro. Je ne faisais pas la fête. Je n'avais pas de rendez-vous amoureux. Je dormais à peine. Mais j'ai obtenu mon diplôme en tête de ma promotion, j'ai créé quelques projets parallèles qui sont devenus semi-viraux sur J-Hub, et j'ai décroché un stage dans une entreprise, ce qui m'a finalement mené à mon poste actuel. Je n'ai jamais pris un centime de mes parents, et je ne leur en ai jamais tenu rigueur. Ou du moins, c'est ce que je me disais. Pendant ce temps, Brandon a changé de filière pendant 6 ans, et a abandonné ses études à 2 reprises. Il n'a jamais eu de vrai travail, juste des petits boulots que mon père lui dégotait par l'intermédiaire de ses amis. Mes parents n'arrêtaient pas de lui dire de trouver sa passion, comme si c'était une excuse valable pour se laisser porter jusqu'au milieu de la vingtaine. Quand il s'est finalement décidé pour une entreprise de photographie, ils l'ont pratiquement financé. Un nouvel appareil photo, un espace de studio, et ils ont même couvert son loyer pendant 1 an, pour l'aider à se mettre sur pied. Je me souviens être rentré pour Thanksgiving une fois, pendant cette période, et avoir vu le nouvel appartement de Brandon. Il y avait des murs en briques apparentes, une toile géante de New York, et un bar à expresso. À l'époque, je dormais sur un futon taché, au-dessus d'un restaurant de tacos bruyant. Et quand j'ai fait un commentaire sur la beauté de l'endroit, ma mère a simplement dit, eh bien, il poursuit son rêve. Nathan, c'est difficile, ça aussi. Je n'ai pas discuté. J'ai juste souri à ma dinde, et je suis retourné trimer. Il y a quelques mois, après des années à gratter et à économiser, à investir intelligemment, et à saisir quelques coups de chance avec des stock options, j'ai fait le plus gros achat de ma vie. Un appartement terrasse moderne, en plein cœur de la ville. C'était tout ce dont j'avais fantasmé pendant ces nuits d'université fauchées, des lignes épurées, des vues panoramiques, de hauts plafonds, et le meilleur de tout, un silence complet. Personne qui crie, pas de culpabilisation, pas de bruit constant de la part des voisins du dessus. Juste moi, mon travail, et le son de la machine à expresso, bourdonnant en arrière-plan. Je ne l'ai même pas posté sur les réseaux sociaux. Je n'essayais pas de frimer.
Je l'ai dit à peut-être 4 personnes, mon meilleur ami, mon mentor, et oui, ma famille. Je n'allais pas le cacher. Je me suis dit que, peut-être pour une fois, il serait fier. La réaction de mon père a été tiède, au mieux. Il m'a demandé combien j'avais apporté, quel était le taux d'intérêt, et si j'avais envisagé d'acheter quelque part de moins tape à accent grave-l'œil. Ma mère s'est contentée de regarder les photos que je lui montrais, puis elle a dit « Waouh, ça doit être sympa. » Et Brandon? Il n'a rien dit. Il a juste fait défiler les photos, a posé le téléphone, et a marmonné quelque chose comme quoi il devait retourner au montage. J'ai laissé couler. Je me suis dit qu'ils étaient juste surpris. Peut-être qu'ils ne savaient pas comment exprimer leur enthousiasme. Peut-être qu'ils se sentaient laissés pour compte. Ce n'est que 2 semaines plus tard que j'ai reçu l'appel. Nathan, a dit ma mère, avec une voix étrangement formelle. Nous aimerions faire un dîner de famille, juste nous. Dimanche soir. J'ai demandé si tout allait bien. Elle a dit que c'était juste une conversation. Rien de grave. Au moment où je suis entré dans leur maison ce dimanche-là, la même maison dans laquelle j'avais grandi, avec le même escalier grinçant, et les mêmes bougies parfumées au citron, j'ai ressenti cette tension, comme si j'étais convoqué, et non invité. Mes parents étaient déjà assis à la table à manger, tous deux l'air inhabituellement sérieux. Brandon était adossé au comptoir de la cuisine, les bras croisés, la mâchoire serrée. Nous voulions parler, a commencé mon père. Parce qu'il y a eu des sentiments blessés dernièrement. Mon estomac s'est noué. Ma mère a croisé les mains, comme si elle dirigeait une séance de thérapie. Nathan, nous sommes heureux pour toi. Vraiment. Mais nous avons remarqué que ton frère se sentait inadéquat, comme s'il ne pouvait pas être à la hauteur. Brandon ne m'a pas regardé. Il fixait le sol, et elle a continué, nous pensons que cela pourrait t'aider si tu revoyais les choses à la baisse. Au moins pour l'instant. J'ai cligné des yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon père s'est raclé la gorge. Eh bien, cette situation avec le Penthouse, c'est un peu trop, tu ne trouves pas? Tu n'as que 27 ans. Tu pourrais prendre un bel appartement, vivre raisonnablement, économiser plus. Pas besoin d'être m'as-tu vu. Vous pensez que je devrais vendre ma maison, ai-je demandé, pour m'assurer d'avoir bien entendu. Nous ne disons pas ça directement, s'est empressé d'ajouter ma mère. Pense juste à l'image que ça donne, à ce que ça fait ressentir à Brandon. Il essaie, tu sais, il a manqué de chance, et puis tu arrives avec ce palais. Brandon a finalement pris la parole, la voix basse. On a juste l'impression que tu remues le couteau dans la plaie, mec. Je les ai dévisagés, le cœur battant à tout rompre. L'espace d'une seconde, je me suis vraiment demandé si j'étais tombé dans une émission de caméra cachée surréaliste, comme s'il devait y en avoir quelque part. J'ai travaillé pour cet endroit, ai-je dit doucement. Je ne l'ai pas gagné à une tombola. J'ai tout sacrifié pendant des années. Et nous ne le nions pas, a dit ma mère, les paumes levées. Mais la famille, c'est une question d'équilibre, c'est veiller les uns sur les autres. Mon père a hoché la tête. C'est une question d'harmonie. Et en ce moment, la dynamique est faussée. Quelque chose s'est brisé en moi à ce moment-là. Pas bruyamment, pas d'un seul coup, juste un petit craquement interne, comme un câble qui avait été tiré trop fort, pendant trop longtemps. Je me suis levé calmement, et j'ai dit, merci pour le dîner. Je travaille demain matin. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas juré. Je n'ai pas argumenté. Je suis simplement parti, je suis monté dans ma voiture, j'ai conduit jusqu'à mon palais, et je suis resté assis en silence pendant 1 heure, à regarder les toits de la ville, que j'avais passé une décennie à chasser. J'aimerais pouvoir dire qu'après ce dîner de famille, celui où mes parents m'ont poliment suggéré de vendre ma maison parce qu'elle faisait se sentir mon frère inadéquat, les choses se sont calmées. Je pensais avoir clairement défini mes limites. Je pensais que partir tranquillement ferait passer le message. Mais au contraire, cela a empiré les choses, comme si j'avais insulté une hiérarchie tacite, en refusant de me faire tout petit. Et au cours des semaines suivantes, la tension est montée d'un cran, d'une manière que je n'aurais pas pu prévoir. Subtilement au début, puis de façon beaucoup moins subtile. Ça a commencé avec les textos. Au début, ils étaient assez inoffensifs. Ma mère m'envoyait des liens vers des lofts abordables en centre-ville, avec des notes comme « Tu vois, celui-ci est plus modeste, mais toujours mignon », ou « Ne serait-ce pas agréable d'avoir des voisins plus proches de ton âge ?»
Je n'ai pas répondu. Ensuite sont venus les messages culpabilisants. Brandon ne dort pas bien. Il n'arrête pas de se comparer à toi. Ça me brise le cœur. Ou mon préféré, le succès ne signifie rien, s'il déchire une famille. J'ai ignoré cela aussi. C'est alors que les autres s'en sont mêlés. Ma tante m'a appelé à l'improviste, quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis plus d'1 an. Elle s'est lancée dans un monologue de fausse inquiétude, sur le fait que tout le monde était fier de moi, mais que je devrais peut-être considérer à quel point il devait être difficile pour Brandon, de vivre constamment dans mon ombre. Tu as toujours été le plus motivé, a-t-elle dit doucement. Comme si j'avais accaparé l'ambition injustement. Lève peut-être un peu le pied, pour le bien de tous. Levez le pied pour le bien de tous. Je lui ai demandé si elle serait prête à dire à Brandon de lever le pied sur le parasitisme. Elle n'a pas apprécié. Après ça, ma mère a essayé une approche différente. Elle m'a invité à déjeuner, juste entre nous. Pas de père, pas de Brandon. J'étais sceptique, mais curieux. Je suis arrivé pour trouver la table de la salle à manger déjà dressée, des pâtes en train de bouillir sur la cuisinière, et ma mère dans sa routine complète de tablier et de sourire. Elle a discuté de la météo, du chien d'un nouveau voisin, de potins aléatoires, jusqu'à ce qu'enfin, elle fasse glisser un dossier beige à travers la table. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé. Juste quelque chose à envisager. À l'intérieur, il y avait des brochures, des centres de thérapie, et plus précisément, des services de conseil familial. Elle s'est assise en face de moi, avec cette expression de pitié étudiée, qui signifiait toujours qu'elle pensait être généreuse. Je pense que nous avons tous besoin de guérir, a-t-elle dit. Tu as été tellement en colère. J'ai ri, je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai été en colère? Tu as quitté le dîner en trombe, Nathan. Parce que tu m'as demandé de vendre ma maison, pour protéger l'ego de Brandon. Parce que nous essayons de t'aider à voir la situation dans son ensemble. Ce déjeuner s'est terminé avec mon départ, en pleine bouchée. Après ça, les gants ont été retirés. Brandon a commencé à débarquer chez moi, sans y être invité. Il m'envoyait un texto 5 minutes avant, ou pas du tout. La première fois, il a sonné à mon interphone en prétendant qu'il était en centre-ville pour un shooting, et qu'il avait besoin d'utiliser mon appartement pour recharger son équipement. J'ai dit non. Il a sonné encore et encore. Je l'ai ignoré. 20 minutes plus tard, j'ai vérifié la caméra de l'immeuble depuis mon téléphone. Il était toujours là, à faire les 100 pas dans le hall, visiblement irrité. Le lendemain, j'ai reçu un message furieux de mon père. La famille, c'est être là les uns pour les autres, pas claquer la porte au nez des gens. J'ai répondu, la famille, c'est aussi des limites. Aucune réponse. La semaine suivante, Brandon est repassé, cette fois avec du café et des beignets, comme s'il s'agissait d'une petite visite informelle. Je l'ai retrouvé dans le hall avant qu'il ne puisse monter. Je me suis dit que j'allais apporter le petit déjeuner, a-t-il dit, en levant le sac. Je travaille. Tu travailles toujours. Parce que c'est comme ça que j'en suis arrivé là. Il m'a dévisagé, puis a posé le sac sur la réception, et s'est éloigné. Il n'a pas dit un mot de plus. Je n'ai pas mangé les beignets. Je n'ai pas eu de ses nouvelles pendant un moment après ça. Juste le silence radio de la part de toute la famille. Je mentirais si je disais que ça ne m'a pas perturbé. J'ai essayé de me concentrer sur le travail, les longues heures, les projets parallèles, la gestion des équipes, mais le silence devenait parfois assourdissant. Cette petite voix qui murmure, peut-être que tu es vraiment le problème. Peut-être que tu aurais pu gérer ça différemment. Puis est venue la trahison. C'est arrivé un samedi matin. J'étais encore au lit, à faire défiler mes emails, quand j'ai reçu une notification du gestionnaire de mon immeuble. Bonjour Nathan, juste un petit mot. Votre frère a déposé les tirages photographiques pour l'exposition du hall. Nous les installerons plus tard dans la journée. J'ai fixé le message, complètement confus. Mon immeuble organisait souvent des rotations d'œuvres d'art locales dans le hall, des photos, des sculptures, des peintures. J'avais même recommandé quelques amis de l'époque de l'école d'art, mais je n'avais proposé personne récemment, et je n'avais certainement pas inscrit Brandon. J'ai répondu, désolé, quel tirage? Le gestionnaire a répondu, Brandon a dit que vous aviez donné votre accord. Il a dit que vous vouliez soutenir son travail, et que vous pensiez que le hall serait parfait.
Il avait déjà accès à l'ascenseur. Ça semblait réglo. J'ai sauté du lit, j'ai enfilé un survêtement, et j'ai dévalé les escaliers. Et ils étaient là. 4 toiles photographiques massives, appuyées contre le mur du hall, prêtes à être accrochées. Des portraits stylisés en noir et blanc, mélancoliques, dramatiques, tout à fait dans le style de Brandon. Mais ce qui m'a pris au dépourvu, ce sont les légendes en caractères gras et élégants. Sous chaque image, le succès n'est pas toujours mérité. Le privilège déguisé. Certains grimpent sur le dos des autres. Tous les pantous ne sont pas des foyers. Je me suis figé. Mes mains ont commencé à trembler. Quelques résidents flânaient dans les environs, jetant des coups d'œil au tirage, murmurant des choses que je ne pouvais pas tout à fait entendre. L'une d'entre elles, une femme plus âgée du 14e étage, m'a même souri. Elles sont puissantes, a-t-elle dit. Très brute. Qui est l'artiste? Je n'ai pas répondu. Je n'en étais pas capable. Je suis allé directement au bureau du gestionnaire, et j'ai exigé qu'il soit retiré. Il avait l'air perplexe, mais il a obtempéré. Brandon n'a pas répondu à mes appels. Ni ce jour-là, ni le lendemain. Finalement, j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents, et j'ai frappé à la porte, le cœur battant à tout rompre. Ma mère a ouvert, comme si elle m'attendait. Nous ne voulions pas te contrarier, a-t-elle dit avant que je puisse parler. Tu savais. Elle n'a pas répondu. Je l'ai poussée pour passer, et je suis entré dans le salon, où Brandon était assis sur le canapé, les pieds levés, en train de faire défiler son téléphone. Tu as falsifié mon nom, ai-je dit. Tu as accédé à mon immeuble sous de faux prétextes. C'était de l'art, a-t-il répondu d'un ton plat. Non, s'action d'un lâche. Il a finalement levé les yeux. Son visage était de marbre. Tu as clairement fait comprendre que tu te fichais de cette famille. Je te retournais juste l'appareil. J'étais sans voix. Pas à cause des mots, mais de la facilité avec laquelle il les a prononcés. Comme si cela montait en lui depuis des années. Et maintenant qu'il avait trouvé un moyen de me blesser, il ne s'était jamais senti aussi vivant. Tu aurais pu demander de l'aide, Brandon. Il s'est moqué. Tu n'offres pas d'aide. Tu étales ce que tu as. Tu penses que, juste parce que tu as souffert, cela te donne le droit de prendre tout le monde de haut. Je ne te prends pas de haut, ai-je dit. Je ne le faisais pas, mais peut-être que j'aurais dû. C'est la dernière chose que j'ai dite avant de sortir. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas crié. Mais quelque chose s'était déplacé en moi ce jour-là. Quelque chose de permanent. Je n'étais plus en colère. Je n'étais pas triste. J'en avais fini. Ou du moins, je pensais l'être, car 2 jours plus tard, j'ai reçu une lettre, une vraie lettre manuscrite de mon père. Et ce qu'il y avait à l'intérieur faisait passer tout le reste pour un simple échauffement. Si vous voulez savoir ce qu'il y avait dans cette lettre, je vais vous le dire, mais accrochez-vous. Ça change tout. La lettre est arrivée un mardi. Je m'en souviens, car je venais de terminer un appel avec mon chef de projet, et j'hésitais entre préparer le déjeuner, ou passer directement à mes réunions de l'après-midi. Je n'attendais rien. Je recevais rarement du courrier physique, en dehors des factures de services publics, ou de l'occasionnel prospectus immobilier, mais celle-ci se démarquait. Enveloppe de couleur crème, papier épais, mon nom écrit à la main avec l'écriture carrée si distincte de mon père, pas d'adresse d'expéditeur. Quelque chose là-dedans m'a noué l'estomac. Je me suis assis sur le bord du comptoir de la cuisine, j'ai ouvert l'enveloppe avec un couteau à beurre, et j'ai déplié la lettre de 2 pages à l'intérieur. L'écriture était familière, régulière, mais chaque mot a fait l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Pas parce que c'était cruel et j'aurais presque préféré que ce le soit, mais parce que c'était délibéré, froid, et calculé, comme s'il avait répété chaque phrase dans sa tête avant de la coucher sur le papier, sachant exactement comment elle allait résonner. Il a commencé par quelque chose qui ressemblait à de l'empathie. Nathan, j'ai toujours admiré ta discipline, ta capacité à faire abstraction des distractions, et à poursuivre tes objectifs. Ce n'est pas facile, et je suis fier de toi. Nous le sommes tous les deux. Mais il y a quelque chose de plus important que la réussite, l'équilibre, et la famille. Puis, il a changé de ton. J'ai discuté avec ton frère. Il traverse une période difficile. Tes choix récents ont empiré les choses. Que ce soit intentionnel ou non, tu as créé une distance entre toi et cette famille. Ton
ton attitude, ton style de vie. Ils envoient un message qui dit « Je suis meilleur ». Ce message a profondément blessé ton frère, et il nous a obligés, ta mère et moi, à réévaluer la façon dont nous allons aller de l'avant en tant que famille. C'est alors qu'il a lâché la bombe. À compter de cette semaine, nous avons décidé de restructurer temporairement le fonds de placement familial. Le fonds de placement familial. Je ne savais même pas qu'il y avait un fonds familial. Mes parents n'étaient en aucun cas riches, la classe moyenne au mieux, mais je savais que mon grand-père possédait des terres dans le nord de l'État, qui avaient été transmises à sa mort. Des hectares de forêt non développés, valant bien plus que la plupart des gens ne le réalisaient. J'avais toujours supposé qu'on les gardait pour la retraite, ou peut-être pour une future urgence familiale. Mon père n'en parlait jamais en détail. C'était l'un de ces sujets du genre nous en parlerons un jour, qui finissait enterré sous des banalités et des matchs de football. Apparemment, ce jour était arrivé, mais sans moi. Il continuait, nous avons désigné Brandon comme bénéficiaire principal pour les 5 prochaines années. Ce n'est pas une question de favoritisme. C'est une question de besoin. Nous espérons que tu comprends qu'il ne s'agit pas d'une punition. C'est une protection pour la famille. Si tu es prêt à faire un pas vers nous, cela peut changer. Mais si tu continues sur ta voie actuelle, tu pourrais nous forcer la main à long terme. La porte est toujours ouverte, mais la fenêtre d'opportunité l'est aussi. J'ai lu la lettre 2 fois, 3 fois. À chaque fois, elle avait moins de sens, et faisait plus mal. Ce n'était pas une question d'argent. Pas vraiment. C'était le fait d'être rayé de la carte, symboliquement et littéralement. Toute ma vie, j'avais essayé de jouer selon les règles. Travailler dur, être responsable, rester humble. Je n'avais rien demandé, pas une seule fois. Et maintenant, la seule fois où quelque chose était disponible, on ne m'avait pas juste ignoré. J'avais été menacé. Je suis resté assis dans mon appartement. La ville s'étendait en dessous de moi, et je me sentais complètement, et totalement vide. Au cours des semaines suivantes, j'ai sombré. Pas de façon dramatique, pas comme les gens l'imaginent quand ils pensent au fond du trou. Je me réveillais toujours, je me connectais au travail, je répondais aux emails, j'assistais aux réunions, mais j'étais déconnecté. Ma concentration s'était évaporée. Les échéances approchaient plus vite que d'habitude. J'ai arrêté de faire de l'exercice, j'ai arrêté de cuisiner, et j'ai commencé à commander à emporter tous les soirs. Je laissais la vaisselle dans l'évier. J'ai raté le dîner d'anniversaire d'un ami, et j'ai oublié de rappeler un autre, qui m'avait laissé un message vocal pour me dire qu'il s'inquiétait pour moi. J'ai fait le mort avec mon mentor. Je n'ai même pas réalisé à quel point j'avais glissé, jusqu'à ce que ma responsable me prenne à part lors d'un appel Zoom. Nathan, a-t-elle dit doucement. Ça ne te ressemble pas. Je voulais mentir, dire que j'allais bien, mais au lieu de cela, j'ai juste répondu, je sais. Elle m'a accordé quelques jours de congé, une semaine, sans poser de questions. J'ai pensé l'utiliser pour faire un voyage, m'échapper quelque part, et remettre les compteurs à zéro. Mais la vérité, c'est que je n'en avais pas l'énergie. Alors, je suis resté à la maison, j'ai fait la grasse matinée, j'ai enchaîné les vieilles séries de science-fiction, et j'ai fixé mon téléphone, bien plus que je ne veux l'admettre. Une nuit, vers 2 heures du matin, je faisais défiler un vieil album photo sur mon téléphone, des photos de l'université, principalement des clichés granuleux de mon premier appartement, des captures d'écran de mes premiers projets de code. Des selfies avec des amis à qui je parlais à peine aujourd'hui. Et puis, j'ai trouvé une vidéo que je ne me souvenais pas avoir prise. C'était moi, à 21 ans, assis sur le toit de ma résidence universitaire. Je parlais à la caméra, à moitié en plaisantant, à moitié sérieux. Si le moi du futur voit ça un jour, félicitations. Tu as réussi. J'espère que tu as une vraie machine à café, et pas cette cochonnerie instantanée. Mais sérieusement, n'oublie pas ce que ça faisait d'en avoir tellement envie, de travailler si dur. Tu dois quelque chose à ce gamin. Je l'ai regardé 2 fois. Puis une autre. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose dans cette version de moi affamée, fatiguée, pleine d'espoir m'a frappé plus fort que tout ce que mes parents avaient dit. Je ne le reconnaissais pas complètement, mais je me souvenais du sentiment, du feu qui l'animait. Je suis resté éveillé toute la nuit après ça, sans pleurer, sans comploter de vengeance, juste en train de réfléchir. Le lendemain matin, je me suis réveillé,
et j'ai nettoyé tout mon appartement de fond en comble. J'ai jeté tous les emballages de plats à emporter, j'ai fait la vaisselle, j'ai fait la lessive, et j'ai fait mon lit, comme je ne l'avais pas fait depuis des semaines. Ensuite, je me suis assis à mon bureau, j'ai ouvert un document vierge, et j'ai commencé à écrire quelque chose que je n'avais pas écrit depuis des années. Un concept de produit, pas pour le travail, pas pour quelqu'un d'autre, juste pour moi. C'était une idée que j'avais eue il y a très longtemps. Un outil pour les freelances, afin de suivre les revenus, les dépenses, et les contrats, dans un tableau de bord épuré. Je l'avais mise de côté lors de mes premiers jours dans l'entreprise, pensant que je n'avais pas le temps. Mais maintenant, j'avais besoin de quelque chose qui me donne l'impression d'être à nouveau à moi. Quelque chose qui me rappelle qui j'étais, avant de laisser leur voix s'infiltrer dans ma tête. J'ai construit un prototype en 2 semaines. Rien de sophistiqué, juste une interface basique et une logique back-end. Mais ça a marché. Et plus important encore, cela m'a redonné un but. Je n'en ai parlé à personne. J'ai continué à y travailler le soir, reconstruisant lentement mon emploi du temps. Je me suis remis à tenir un journal, à préparer mes repas, à faire de l'exercice. J'ai recommencé à assister aux réunions d'équipe avec une réelle contribution. Ma responsable l'a remarqué, ainsi que quelques collègues. Ils ont recommencé à me confier des tâches plus importantes, des problèmes plus difficiles. Je les ai surmontés discrètement, régulièrement, et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas l'impression de courir après l'approbation. Je n'essayais d'impressionner personne. Je vivais, tout simplement. 1 mois a passé, puis 2. J'ai arrêté de vérifier les réseaux sociaux de Brandon. J'ai mis la discussion de groupe familial en sourdine. Je me suis dit que je reprendrais contact quand je serais prêt, quand j'en aurais envie, et pas une seconde avant. Un jour, je suis rentré chez moi pour trouver un mot scotché sur ma porte. On peut parler ? Pas d'enveloppe, pas de texto, juste 3 mots. Je l'ai fixé pendant un long moment. Mon premier instinct a été de le déchirer, de le brûler. Mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai pris à l'intérieur, je l'ai posé sur le comptoir, et je l'ai laissé là. Je ne l'ai pas appelé. Au lieu de ça, j'ai continué à construire. L'outil que j'avais commencé, désormais appelé Ledgerlight, s'était développé. J'avais intégré quelques amis freelance comme bêta-testeurs. Les retours étaient prometteurs. L'un d'eux a même proposé d'investir. J'ai refusé. Je n'étais pas encore prêt pour ça, mais ça a allumé une étincelle. J'ai commencé à planifier un lancement en douceur, j'ai acheté un nom de domaine, j'ai embauché un designer pour peaufiner l'interface utilisateur, j'ai créé une page de destination pour liste d'attente, et un matin, alors que j'examinais les statistiques, j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais pas pensé au fonds de placement, à la trahison, ou à la lettre depuis des semaines. Pas parce que j'avais guéri, mais parce que j'avais déplacé mon attention. Ils n'avaient pas gagné. Ils avaient essayé de me déstabiliser. Et pendant un moment, ils ont réussi. Mais j'ai trouvé quelque chose qu'ils ne s'attendaient pas à ce que je trouve. Moi-même. La version de moi qui n'était pas définie par leur approbation, ou par la culpabilité. La version qui n'avait pas besoin de la validation de parents qui ne m'aimaient que sous condition, ou d'un frère qui ressentait de l'amertume face à mon existence. Cette version de moi, elle ne faisait que commencer. Mais alors, juste au moment où je pensais avoir enfin pris assez de distance, il s'est passé quelque chose qui m'a ramené dans le feu de l'action. Un message vocal de ma mère. Un discours décousu, larmoyant et haletant. Je ne savais pas qu'ils allaient faire ça. Nathan, je te le jure. S'il te plaît, appelle-moi. C'est allé trop loin. Ton frère, ton père, je ne peux pas arranger ça toute seule. C'est à ce moment-là que j'ai su que quelque chose avait changé, quelque chose de grand. Et cette fois, je n'allais pas m'en aller. J'allais répondre, mais selon mes propres termes. Je ne l'ai pas rappelé tout de suite. Cela peut paraître cruel, surtout après un message vocal aussi riche en émotions. Mais vous devez comprendre, ma mère est une maîtresse de l'intonation. Elle sait exactement quand utiliser la chaleur, et quand jouer la victime. J'ai grandi en la regardant le manier comme un scalpel, une voix douce, une respiration tremblante, des pauses dramatiques, s'arrêtant toujours juste avant de dire quoi que ce soit de direct, vous forçant toujours à relier les points, à ressentir la culpabilité, à combler les vides. Elle ne laissait jamais de message comme ça. Et surtout,
elle n'admettait jamais qu'elle ne pouvait pas arranger les choses. C'était le premier indice que quoi qu'il se soit passé, ce n'était pas juste une dispute, ou une énième session de pense à ton frère. C'était plus profond, plus explosif. Mais je n'étais pas sur le point de tomber dans une nouvelle embuscade émotionnelle. Pas cette fois. J'avais travaillé trop dur pour retrouver ma paix, pour me souvenir de qui j'étais sans tout ce bruit. Alors, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais fait il y a 6 mois. Je n'ai pas réagi. J'ai élaboré une stratégie. D'abord, j'ai sauvegardé le message vocal, et j'en ai téléchargé une copie. Je ne savais même pas si j'allais en avoir besoin, mais mon instinct me disait que ça allait devenir compliqué. Ensuite, j'ai envoyé un message rapide à quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis un bon moment. Et, je peux t'offrir un café cette semaine? J'ai besoin de parler. Des trucs de famille. Cette personne, c'était Jem, une amie d'enfance qui avait grandi à quelques rues de chez moi. Nous avions perdu contact après le lycée, nous nous étions brièvement retrouvés à l'université, puis nous nous étions de nouveau éloignés. Mais Jem connaissait ma famille. Elle avait vu les dynamiques, entendu les disputes, et elle était là le soir où mon père avait forcé Brandon à mentir, sur le fait d'avoir cassé la porte du garage, pour ensuite me punir, quand j'avais essayé de corriger l'histoire. Jem avait toujours dit les choses telles qu'elles étaient. 2 jours plus tard, nous nous sommes retrouvés dans ce petit café, près de la 6e rue. Une lumière tamisée, de bonnes pâtisseries, du jazz calme en fond sonore. Je n'étais même pas encore assis, qu'elle m'a lancé un regard et a dit « D'accord, qu'est-ce qui s'est passé maintenant ?» Je lui ai tout raconté, de la culpabilisation à propos du Penthouse, à la fausse exposition d'art, en passant par la trahison du fonds de placement, les retombées, et finalement le message vocal. Elle a écouté d'un bout à l'autre sans m'interrompre, a siroté son café, le regard vif. À un moment donné, elle a murmuré, irréel, dans un souffle. Quand j'ai enfin terminé, elle s'est penchée en avant et a dit, « Il te saigne à blanc, Nat. » Juste sur le plan émotionnel, au lieu de financier. Je sais. Non, je ne crois pas que tu saches. Il ne s'agit pas d'argent ou de l'appartement. Il s'agit de contrôle. Tu es le seul à être jamais sorti de leur petite orbite, et maintenant, ils essaient de t'y ramener de force. J'ai baissé les yeux vers ma tasse. Alors, qu'est-ce que je fais? Ses lèvres se sont courbées, en une expression à mi-chemin entre un sourire en coin et un défi. Tu arrêtes de te défendre, et tu commences à jouer l'offensive. J'ai cligné des yeux. À quoi ça ressemble, au juste? J'aime à tapoter du doigt sur la table. Tu as dit qu'il y avait un fonds de placement. Tu as été rayé. Brandon est devenu le seul bénéficiaire, temporairement pour 5 ans. Est-ce que ça doit forcément être 5 ans? J'ai froncé les sourcils. Mon père a fait croire que la décision était définitive. J'aime à hausser un sourcil. Ça ne veut pas dire que c'est légal. C'est à ce moment-là que la première pièce du plan est devenue claire. Je ne connaissais pas les détails du fonds lors de sa création, ni comment il était structuré, ni quels étaient mes droits. Mais s'il y avait un document, il y avait des lois encadrant la façon dont il pouvait être modifié, surtout s'il s'agissait des terres de mon grand-père. Cela en faisait un bien générationnel, et peut-être même irrévocable. Alors, j'ai passé un autre appel, cette fois à un avocat. Pas n'importe quel avocat, mais un de mes anciens mentors, qui était passé du droit des logiciels, aux litiges successoraux quelques années plus tôt. Je n'ai pas eu besoin de lui en dire beaucoup, juste assez pour qu'il accepte d'examiner tous les documents que je pourrais obtenir. Tu ne déposes rien pour l'instant, a-t-il prévenu. Nous faisons juste de la collecte d'informations. Sois intelligent. Être intelligent. Cela signifiait ne pas faire irruption chez mes parents en exigeant des réponses. Cela signifiait les appâter en douceur. Alors, j'ai envoyé un message à mon père. Court, calme, presque passif. Et, j'ai eu le message vocal de maman. J'espère que tout va bien. Tu veux qu'on se voit ce week-end? Peut-être pour crever l'abcès. Il a répondu en moins de 5 minutes. Heureux d'avoir de tes nouvelles. Dimanche après-midi, ça te va? Parfait. Ça semblait trop facile, ce qui m'a rendu encore plus méfiant. Quand je suis arrivé ce dimanche-là, ma mère semblait pâle et nerveuse. Elle a ouvert la porte et m'a attiré dans ses bras avant que je puisse l'en empêcher. Merci d'être venu, a-t-elle chuchoté. Mon père était assis dans le bureau, son expression croisée et indéchiffrable.
Brandon n'était pas là. Cela seul me disait que quelque chose n'allait pas. Il était toujours au centre de ces petits drames. Nous avons échangé des banalités. Le thé, les snacks, la météo. Puis, j'ai demandé avec désinvolture, alors, qu'est-ce qui se passe? Ils ont échangé un regard. Mon père s'est raclé la gorge. Ton frère traverse une mauvaise passe. J'ai attendu. Il a contracté un prêt commercial l'année dernière, a-t-il continué. Pour agrandir le studio, acheter de l'équipement, et louer un deuxième local. C'était nouveau pour moi. Il a pris du retard dans les paiements, raté des échéances. Il y a des problèmes juridiques qui se posent maintenant. Quel genre de problèmes juridiques? Ma mère a grimacé. Il a fait défaut. Le prêteur menace de saisir les biens. Je me suis adossé. Et en quoi cela m'affectait-il? D'autres regards furtifs. Mon père a fini par lâcher le morceau. Il a utilisé une partie du fonds de placement, comme garantie. Mon estomac s'est noué. J'ai cligné des yeux. Il a quoi? Ma mère est intervenue. Ce n'était pas la parcelle de terrain principale, juste une petite bande, quelques hectares. Il pensait pouvoir faire un profit rapidement. Quelle partie? Ai-je demandé sèchement. La crête a marmonné mon père. C'était la portion la plus propice au développement. Celle qui avait un accès à la route. Je ne savais même pas qu'il avait l'autorisation de faire ça, ai-je dit. Il n'aurait pas dû l'avoir, a rapidement dit ma mère. Mais ton père. Nous pensions que ça l'aiderait à se stabiliser. Laissez-moi deviner, ai-je dit, en me penchant en avant. Les papiers n'étaient pas en règle. Et maintenant, tout le fonds de placement est en cours de révision. Aucun d'eux n'a parlé. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la fenêtre, j'ai pris une grande inspiration, puis je me suis retourné. Je veux voir les documents. Tous les documents. Le fonds original, les avenants, les transferts. Mon père s'est raidi. C'est privé. Pas si ça affecte mon héritage légal. Pas si les actions de Brandon le mettent en péril. Soit vous me laissez l'examiner avec un avocat, soit j'envoie une assignation à comparaître. C'est votre choix. C'était la première fois que je voyais mon père vraiment en colère. Pas en train de crier, ni de taper du poing sur la table, mais cette fureur sourde, bouillonnante, qui vient de quelqu'un habitué à détenir le pouvoir, et qui réalise soudain qu'il ne l'a plus. Tu as changé, a-t-il dit froidement. Non, ai-je répondu. J'ai juste arrêté de m'excuser. Je suis parti sans un câlin, sans un au revoir, et sans collations enveloppées dans du papier d'aluminium, comme au bon vieux temps. 3 jours plus tard, mon avocat avait scanné des copies du fonds de placement, et de toutes ses modifications. Et bien sûr, mon nom avait été discrètement retiré par le biais d'un document qui, selon lui, ne résisterait pas à un examen approfondi. Le fonds avait été créé par mon grand-père avec une clause spécifique, aucune modification ne pouvait être apportée, à moins que tous les bénéficiaires désignés ne donnent leur accord par écrit. Je n'avais jamais rien signé. Ma signature était introuvable, ce qui signifiait que la restructuration sur 5 ans n'était pas seulement illégitime, elle constituait un motif d'annulation complète, voire même d'action en justice. Jem a été la première personne à qui je l'ai dit. Nous nous sommes retrouvés au café, et lorsque je lui ai exposé les faits, son sourire s'est élargi à chaque détail. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, a-t-elle demandé. J'ai expiré lentement. Maintenant, ai-je dit, nous arrêtons de jouer la défense. Je leur ai donné une dernière chance. Pas par pitié, mais par stratégie. Après avoir examiné les documents, mon avocat et moi avons rédigé une lettre simple et polie, adressée à mes 2 parents. Elle exposait, sans émotion ni jugement, les incohérences juridiques du fonds modifié. Elle citait la clause originale de mon grand-père, qui empêchait les modifications unilatérales. Elle soulignait l'absence de ma signature. Elle se terminait par une demande claire, sans confrontation, nous demandons respectueusement l'annulation immédiate des modifications non autorisées, y compris le retrait de Nathan Carter en tant que bénéficiaire. Si le problème n'est pas résolu d'ici cette date, nous procéderons par les voies légales appropriées. La date limite était fixée à 2 semaines. Je n'ai eu aucune nouvelle pendant 13 jours. Pas de texto, pas d'appel, personne qui frappe à ma porte. Juste le silence, du genre de celui qui s'installe juste avant une tempête. Le 14e jour, j'ai reçu un email. C'était de mon père.
Pas de salutation, pas d'excuses, juste un fichier PDF. Le fonds de placement a été modifié et restauré dans sa forme originale. L'autorité de Brandon a été révoquée. Tu es réintégré. Considère cette affaire comme close. J'ai montré l'email à mon avocat. Il a souri. C'est fait. Tu as gagné. Mais ce n'était pas ça, la vengeance. Ce n'était que le tir de sommation. Parce que voici le problème. Il pensait que le problème était réglé, parce que les papiers étaient réparés. Ce qu'ils ne réalisaient pas, c'était l'ampleur des dégâts qu'ils avaient déjà causés. Pas à mes finances, mais à mon nom, à ma confiance, et à ma réputation. Vous vous souvenez de l'exposition de photographie, que Brandon a essayé d'installer dans le hall de mon immeuble? Celle où il s'est faufilé dans mon bâtiment, pour y afficher des légendes calomnieuses comme « le privilège déguisé » et « tous les pantous ne sont pas des foyers ». Ouais, je n'avais pas oublié non plus. Et maintenant que la menace légale était écartée, j'avais la bande passante, et la motivation nécessaire, pour m'assurer que Brandon retienne lui aussi une leçon. J'ai commencé doucement. Un message privé à la directrice d'une galerie que je connaissais par l'intermédiaire d'un ami commun, quelqu'un que Brandon essayait de séduire depuis des mois. Je lui ai envoyé les photos du hall que Brandon avait essayé d'installer dans mon immeuble, accompagné d'un court message, « J'ai pensé que tu devrais voir le genre de travail qu'il essaie de caser, sans consentement. » Elle a répondu 2 heures plus tard, « Merci. » Ça franchit une ligne. Nous n'allons pas donner suite avec lui. Ensuite, je suis passé à son bail. Vous vous souvenez du deuxième espace de studio qu'il avait loué pour s'agrandir? Grâce à quelques recherches en ligne, et à une publication LinkedIn qu'il avait faite des mois plus tôt, j'ai identifié le bâtiment. Je n'ai pas contacté le propriétaire directement. Je n'en avais pas besoin. J'ai contacté un ami qui travaillait pour une société d'immobilier commercial dans la région. Je lui ai donné le nom de l'entreprise de Brandon, et je lui ai demandé si le propriétaire avait déjà fait des retards de paiement, ou s'il avait essayé de sous-louer. Mon ami Harry. Ouais, ce gars est un désastre. Il n'a pas payé depuis 2 mois. Il veut renégocier le bail, mais ne renvoie pas les papiers. Je n'ai rien dit de compromettant. Je n'ai pas insisté, mais la conversation est remontée jusqu'aux oreilles du propriétaire. 2 semaines plus tard, Brandon a perdu le local. Deuxième prise. Enfin, je m'en suis pris à sa véritable monnaie d'échange, son image. Brandon s'était bâti une modeste communauté sur les réseaux sociaux, en tant que créatif visionnaire. 12 000 abonnés sur Instagram, une esthétique soignée, des citations inspirantes, et des vidéos des coulisses soigneusement filtrées. J'ai créé un faux compte, je me suis abonné à sa page, et j'ai attendu. Bientôt, il a publié une nouvelle série intitulée L'art de l'ascension, avec des légendes sur la façon de surmonter l'adversité, de bâtir son entreprise sans aucune aide, et de poursuivre le succès sans compromettre ses valeurs. J'ai fait une capture d'écran de la publication, puis j'ai mis en ligne une comparaison côte à côte. La publication, face à un scan de la lettre que mon père m'avait envoyée des mois plus tôt, celle où il admettait que Brandon avait utilisé le fonds familial comme garantie pour son prêt commercial. Je n'ai inclus aucune information d'identification, pas d'adresse, pas de documents officiels, juste une légende, curieuse définition de sans aide. Ensuite, j'ai laissé Internet faire son œuvre. En moins de 24 heures, Brandon a verrouillé son compte. Troisième prise, éliminé. Les retombées ont été rapides. Je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Pas d'excuses, pas de tentative de réconciliation, juste le silence. Son nom a disparu de l'annuaire de mon immeuble. Apparemment, il vivait dans l'appartement d'un ami à proximité. Disparu, désormais. Mes parents, de leur côté, ont tenté une dernière manœuvre, une invitation à dîner chez eux, pour parler. J'ai envisagé de l'ignorer, mais j'avais besoin de tourner la page, alors j'y suis allé. Il n'y avait que 2. Brandon n'était pas là. La salle à manger était immaculée, les serviettes pliées, une porcelaine que je n'avais pas vue depuis un Noël il y a 5 ans. Ma mère a servi un roast beef. Mon père a versé du vin. Pendant un instant, ça a presque semblé normal, jusqu'à ce que ma mère pose sa fourchette et dise « Nous voulons juste aller de l'avant ». J'ai hoché la tête. Moi aussi. Mon père s'est raclé la gorge. Nous avons fait des erreurs. Je n'ai pas parlé. Nous avons laissé les choses dégénérer, a-t-il continué. Nous pensions aider Brandon,
mais nous voyons maintenant à quel point cela t'a blessé. J'ai fini par croiser son regard. Vraiment? Il a hésité. Nous essayons. Je me suis adossé à ma chaise. Bien, car voici comment nous allons avancer. Ils se sont tous deux redressés. Je ne demande pas d'excuses. Je ne demande pas d'affection. Je ne demande même pas de relation. Ce que je demande, c'est de la distance. Les yeux de ma mère se sont embués. Nathan. J'ai levé la main pour l'arrêter. J'ai reconstruit tout ce que vous avez essayé de m'arracher. J'ai nettoyé le désordre que Brandon a laissé derrière lui. Et je l'ai fait sans rage, sans traîner vos noms dans la boue, parce que j'ai toujours plus de respect pour cette famille, que vous n'en avez jamais eu pour moi. Ils sont restés figés. Je me suis levé. Je vous verrai pendant les vacances, peut-être, mais j'ai fini de jouer le rôle du bouc émissaire. J'ai fini d'être votre punching ball émotionnel. À partir de maintenant, vous n'aurez accès à moi qu'en fonction de la façon dont vous me traitez, et non plus à cause des liens du sang. Ma mère s'est essuyé les yeux. Mon père est resté les yeux fixés sur son assiette. Je suis sorti. Pas de câlin, pas de geste de la main, pas de merci d'être venu, juste le bruit de la porte claquant derrière moi. Silencieux, net, et définitif. C'était il y a 6 mois. Depuis, ma vie a été simple. Le travail est stable. Ledger Light a atteint les 3000 inscriptions le premier mois. J'ai embauché une petite équipe. Une croissance tranquille, pas de tape à accent grave l'œil, juste des résultats. Le Pantouse est toujours à moi. J'ai pris une machine à café encore plus haut de gamme. Mes parents n'ont pas appelé. Les réseaux sociaux de Brandon restent inactifs. Le bruit court qu'il a déménagé dans un autre état. Parfois, les gens me demandent si je regrette quoi que ce soit, si c'était trop, si je regrette de ne pas avoir simplement laissé couler. Mais voici la vérité. Ce n'est pas moi qui ai brûlé les ponts. Ce sont eux. Je me suis juste assuré qu'ils ne pourraient pas les reconstruire avec des matériaux volés.